Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les 5 questions que l'on te pose à chaque fois sur ta voiture électrique. Tu n'as pas encore de voiture électrique, je trouvais que c'était bien de partager ça avec toi parce que un jour ou l'autre, on va te poser ces 5 questions. Allez, on y va. Jérôme, informaticien sur Toulouse et dingue de nouvelles technologies. On attaque aujourd'hui avec les 5 questions que l'on te pose le plus souvent ou que l'on va te poser le plus souvent sur ta voiture électrique. Ces 5 questions-là, je voulais partager mes réponses avec toi puisque maintenant, depuis un an, j'ai cette voiture électrique, donc une Tesla Model 3 de 2021. Voilà, si tu n'as pas vu mes autres vidéos sur mon bilan d'anniversaire ou sur la technologie de la Tesla Model 3, n'hésite pas à aller voir les anciennes vidéos, évidemment, et liker et évidemment t'abonner pour suivre ma chaîne. On attaque de suite sur la première question que l'on te pose sur ta voiture électrique. Voici la première question que l'on va te poser sur ta voiture électrique. Mais alors, l'autonomie, Jérôme, comment tu fais? Ça, c'est la première question que l'on va te poser. Donc, ça me fait maintenant un an que j'ai cette voiture, donc Tesla Model 3 2021. L'autonomie n'est pas un problème. Alors, évidemment, ça peut l'être si vous êtes un professionnel de la route. Mais il faut s'organiser. Un taxi, bien que sur Paris, il y a certaines compagnies de taxi qui ont une voiture électrique, donc ils s'organisent. Il y a d'ailleurs un YouTuber sur Le Havre. Bonjour à lui, j'ai pas retenu le nom de sa chaîne, il ne m'en voudra pas, mais je le suis de temps en temps. Donc il a aussi un taxi, donc en modèle 3 blanche, et ça fonctionne très bien. Donc après on peut avoir des professionnels de la route, des commerciaux. Donc là il faut s'organiser un petit peu plus, mais c'est possible. Donc pour nous lambda, je vous dis, il n'y a aucun problème. Je recharge ma voiture donc chez moi à mon domicile le plus souvent. Et je récupère dans une nuit, on peut récupérer donc 22 km par heure. Donc une nuit, si vous dormez bien 7 heures, vous êtes à peut-être entre 140 et 150 km récupérés. Mais ça, on verra dans le point 3 pour ce qui est de la question numéro 3, évidemment. Mais sur l'autonomie, évidemment, des pseudo-journalistes ont fait des vidéos exprès pour un petit peu attirer du clic, attirer des personnes pour visionner après leur publicité. Mais alors c'est sûr que ça fait vendre, mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire que quand on fait un long trajet, on part pas en Zoé. Et surtout sans câble, sans s'organiser, sans rien du tout. Donc évidemment, si on part en Zoé, traverser la France, on n'a pas le bon câble et on sait pas où on va et on n'a rien planifié, c'est sûr qu'on va en galère. Donc c'est bien, ça fait du journalisme, c'est sympa, tout le monde, voilà. Mais derrière, on dégoûte peut-être certaines personnes. Alors moi, je suis pas commercial électrique, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça un peu biaisé, un peu, c'est plus de l'information, quoi, c'est de la désinformation, c'est-à-dire que on fait ça juste pour rigoler ou juste pour attirer, pour faire du papier, pour faire un petit peu de buzz. Mais la réalité, c'est que si on s'organise, mais très peu, hein, on verra d'ailleurs si tu restes jusqu'à la fin, il y a un petit bonus, et ben tu verras qu'on peut s'organiser sur l'autonomie et je trouve, enfin moi j'ai aucun problème sur ça, l'autonomie, aucun problème pour ça. C'est-à-dire que tu recharges à la maison, tu récupères sur une prise classique, hein, 16 ampères, encore une fois j'ai pris une prise totalement classique, pas une borne, rien du tout, je récupère 22 km par heure. Voilà, tu fais tes comptes, tu regardes combien de temps tu restes avec ta famille le soir et tu regardes combien tu récupères. Là encore une fois, il ne faut pas penser thermique, c'est-à-dire que vous, tous les matins en thermique, la personne qui a une thermique tous les matins, est-ce qu'elle part avec le plein de sa voiture? On accepte de partir avec, des fois elle a plus qu'un quart dans le réservoir. On part quand même le matin sans inquiétude, parce qu'on sait très bien qu'on peut aller faire le plein, mais vous y allez pas. Mais en fait, vous partez, vous n'avez pas le plein. Pourquoi vouloir partir avec 100% tous les matins en voiture électrique? Je pose la question. Voilà. Donc moi, j'ai fait des longs trajets et je suis arrivé avec 5% à la maison. Et le lendemain, je devais repartir faire 40 km. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis à charger le soir en arrivant.
J'avais que 5% et je savais que le lendemain, j'aurais pas 100%. Puisque là, à 5%, il faut quand même beaucoup d'heures pour le récupérer. Une nuit suffit pas. Mais je suis reparti le lendemain avec une charge à 80%, donc il me manquait 20, pour faire mes 40 bornes. Aller, retour, 80 bornes. Je suis revenu à la maison, je devais être à 60. Je l'ai remis en chargé. Et là, de 60 à 100, en une nuit, ça a été plié. Donc, il y a une question d'organisation. Évidemment, si on a prévu de faire un long trajet, on va pas partir avec 10%. Donc, c'est juste penser à la brancher. D'accord ? Ok, voilà. Donc, l'autonomie, pour moi, c'est vraiment pas le problème. Il n'y a pas de problème. Enfin, encore une fois, il faut dimensionner la voiture avec ce que l'on veut faire. Si c'est une seconde voiture, une Zoé, une Twingo, une Spring, une petite autonomie de 200 km, suffit, mais largement. Maintenant, si c'est votre voiture principale que vous partez à vacances avec, il faut la dimensionner. ID3, ID4, BM, Tesla, des voitures un peu plus, avec plus d'autonomie, bien sûr un peu plus chères, mais c'est votre première voiture. Mais comment tu fais, Jérôme, pour partir en vacances si loin en voiture électrique? Tu dois t'arrêter des heures. Et ça te met un temps fou pour faire la route. Alors évidemment, là on a 2-3 questions en une, mais ça reflète le fait de comment tu fais pour faire de longs trajets en voiture électrique. Donc, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, encore une fois, si on part avec une petite voiture, là ça devient compliqué. C'est faisable, mais c'est plus long. Là ça devient compliqué, on peut même plus comparer avec une voiture thermique. Par contre, ce qu'il faut faire, quand vous voulez avoir une première voiture, c'est-à-dire votre voiture principale, et vous voulez partir en vacances avec, en voiture électrique, ce qu'il faut penser à avoir, c'est le couple superchargeur, c'est-à-dire la charge super rapide, et le véhicule qui va avec. Je m'explique. Vous avez par exemple le groupe Volkswagen. Ils ont le couple, c'est-à-dire que ils ont leur voiture, ID3, ID4, ainsi de suite, leur voiture électrique, et ils ont le superchargeur qui s'appelle Unity. Alors, c'est quoi un couple? C'est-à-dire que eux, ils ont des prix sur Unity, aux bornes Unity de supercharge. La supercharge te permet de récupérer très vite. En un quart d'heure, 20 minutes, tu peux récupérer 60-80%. D'accord? Donc 25 minutes, on va dire en gros, si on veut de 20 à 80%, ça met à peu près 25 minutes. Alors que 20-80% sur une prise à la maison, ça va te prendre peut-être 5 heures. Voilà. Et là, ça serait galère. Donc là, superchargeur, ok? Donc superchargeur Unity avec le groupe Volkswagen, superchargeur Tesla avec les véhicules Tesla, Renault visiblement sort donc leur Mégane, mais ils n'ont pas encore le couple. Et en plus, la supercharge est en option, c'est-à-dire que vous devez rajouter de l'argent pour que la voiture accepte la supercharge. Et ils ont une idée, j'ai eu un client qui m'a raconté ça, ils ont l'idée de faire des superchargeurs dans les concessions Renault. C'est-à-dire que comme ils ont un maillage important sur le pays, à chaque fois que vous avez une concession Renault, ils auront un superchargeur dans la concession, ce qui permet aussi de faire la publicité, le temps que ça charge, de montrer les autres véhicules. Et ils vont l'ouvrir évidemment à tout le monde pour essayer de récupérer des clients qui viennent avec d'autres véhicules d'une autre marque et leur montrer les modèles, leur offrir un café. Je trouve ça une super idée, vraiment une super idée. Et surtout que le maillage existe, donc je trouve ça très bien de profiter de ça. Mais vous avez bien compris que il faut avoir un véhicule qui accepte la supercharge et qui a un superchargeur dédié pour lui. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des prix. Parce que vous pouvez venir sur les superchargeurs Tesla, mais il va vous compter des suppléments. Le kilowattheure va être plus cher pour vous. C'est dommage. Voilà. Si moi je vais avec ma Tesla sur un chargeur Unity, je vais payer plus cher que sur un chargeur Tesla. Et pareil, le groupe Volkswagen, les ID3, ID4 vont venir sur les Tesla pour les vacances, vont payer plus cher. Après, c'est pas très grave, puisque encore une fois, pour les vacances, c'est vraiment ponctuel. Donc, à la limite, c'est pas très grave. Mais au moins que votre véhicule accepte la supercharge. Voilà, au moins ça. Et là, vous n'aurez pas de problème pour partir en vacances. Il y a une question d'organisation aussi qu'on verra
à la fin, si tu restes avec moi jusqu'à la fin, j'ai une petite astuce pour toi pour les départs en vacances. Reste bien jusqu'au bout et n'oublie pas de liker, de t'abonner à ma chaîne, ça me fait plaisir. Et puis toi, tu vas pouvoir suivre tout ce que je prépare au fur et à mesure. J'ai d'ailleurs des vidéos en préparation sur Alexa. Si tu connais pas encore Alexa, c'est un petit boîtier, plusieurs petits boîtiers de chez Amazon, très sympathique pour faire de la domotique, mais je t'en dis pas plus. Mais voilà, si tu t'abonnes et que tu likes, et tu peux même faire des commentaires et comme ça on échange ensemble, ça me fait plaisir. Ensuite, la troisième question que l'on pose souvent, c'est mais comment tu fais pour recharger chez toi, Jérôme? Encore une fois, c'est une bonne question. J'ai dû me poser toutes ces questions avant d'acheter le véhicule, je m'en souviens plus trop, mais peut-être que je me les suis posées, peut-être que j'avais déjà cherché des réponses, donc j'avais pas de questions, mais j'avais cette question, comment je vais recharger mon véhicule à la maison. Donc, avant d'avoir réception de la Tesla Model 3, j'ai préparé une prise extérieure étanche que j'ai montée moi-même, que j'ai reliée directement à mon tableau, où j'ai mis d'ailleurs une ligne dédiée avec un disjoncteur, un différentiel et d'ailleurs un petit compteur exprès que pour la prise pour relever la consommation de charge à la maison. Donc je me suis organisé et ensuite quand j'ai été livré, j'ai juste branché sur cette prise ma voiture et je récupère sur 3 kW parce que la prise 16 ampères le grand étanche extérieur accepte les 3 kilos, alors que tout le monde dit, tout le monde sur YouTube ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, disent qu'il faut une green up. Ben moi ça fonctionne sur une étanche classique le grand. Donc voilà, 3 kilos. À quoi ça correspond pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 22 km par heure. Vous dormez 7 heures, vous récupérez 140 km. Vous rentrez par exemple chez vous à 19 heures, vous la branchez de suite, vous mangez, vous allez regarder la téloche, vous allez aller au lit, ça vous fait quoi? De 7 heures le soir à 7 heures le matin, ça vous fait 12 heures. 12 heures, si vous partez à 7 heures, voire 13 heures, mais on va partir sur 12 heures, et ça fait 12 fois 22 km. Vous voyez, on est à plus de 220 km de charge récupérée. 220 km tous les jours, si on veut là. Moi, je la recharge pas tous les jours, je la recharge tous les 3 jours. Parce que je fais 40 bornes à peu près par jour. Donc, vous voyez, enfin, pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. Combien m'a coûté la prise, le disjoncteur, tout ça, c'est dans les 135 € en tout. J'ai acheté une prise, le câblage était déjà tiré, j'avais déjà une petite idée en tête. Et ensuite, j'ai acheté donc disjoncteur, le petit coffret qui va bien, relié directement, sans passer en addition sur d'autres prises. Hein. C'est vraiment directement sur la source. 135 €, dans les 135 €, voilà. Donc ça, c'est pour la charge à la maison. Quatrième question que l'on me pose assez souvent, c'est la batterie, Jérôme. Mais la batterie et son prix, ça va te coûter une fortune. Et si la batterie tombe en panne, est-ce que tu es en location de batterie? Est-ce qu'elle t'appartient? Alors sur la Tesla Model 3, il n'y a pas de location de batterie comme sur une Zoé. La batterie nous appartient, mais elle est garantie 8 ans. Donc on peut faire des calculs. On dit voilà, moi j'ai pris un crédit sur 5 ans. Donc elle est pas je suis pas en leasing, j'ai pris un crédit sur 5 ans. Ce qui veut dire que dans 5 ans, j'aurai encore 3 ans de garantie de batterie. Voilà, donc je n'ai pas encore d'inquiétude. Et dans 5 ans, la voiture, elle aura, puisque je fais à peu près 20 000, on va dire en gros 20 000 km par an, dans 5 ans, elle aura 100 000 km. Donc la batterie, si elle vient avoir une défaillance, parce que ça peut arriver, elle est changée et garantie pour 8 ans. Elle est garantie aussi dans le fait de savoir si elle recharge, si elle n'a pas une baisse de capacité. Elle a un droit de baisser en capacité et la garantie ne fonctionne pas, mais si ça, j'ai pas le chiffre en tête, mais si ça descend trop, la batterie peut être changée aussi. Voilà, donc il y a une garantie de 8 ans et le prix. Donc le prix, je réponds toujours la même chose. Le prix, quand je l'ai acheté, ils me l'ont détaillé sur ma facture. La batterie, c'est 12 000 €.
Donc si on fait nos calculs, dans 8 ans, moi sur l'Audi que j'avais avant, je l'ai gardé 10 ans. 10 ans, ça m'a fait 170 000 km, je crois que j'avais. Donc en 10 ans, le moteur était bien attaqué. La voiture, je l'ai fait reprendre pour pas grand chose par Tesla, mais vraiment pas grand chose. Donc vous voyez, on avait bouffé tout l'argent, quoi. Elle pouvait même être épave que on ne tirait plus d'argent dessus, d'accord. Donc là, 8 ans de garantie, moi j'avais gardé 10 ans. Donc on pourra se poser la question, mais 12 000 euros. Admettons que dans 8 ans, la batterie ne vaut plus 12 000 puisqu'on aura avancé, peut-être qu'elle vaudra 10 000 euros. Est-ce que, si elle est en panne, encore une fois, si je mets 10 000 euros et je repars avec ma voiture, parce que qu'est-ce qui fait une voiture électrique? Elle a 4 roues, une batterie, un volant et un moteur électrique. Moteur électrique, je crois que c'est 5-6 000 euros. Donc vous voyez, en mettant 5-6 000 euros et 12 000, ça vous fait 18 000, mais vous repartez avec votre voiture. Et combien vous investissez tous les 10 ans dans la voiture? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Voilà, donc pourquoi s'inquiéter? Est-ce qu'on s'inquiète du moteur alors que des fois il y en a qui cassent des moteurs, qui cassent des courroies de distribution? Ben ça arrive, voilà, ça peut arriver. Mais pour moi, je pense que la batterie c'est un faux problème. Ça peut être un problème écologique, ça peut moi je parle d'argent, de dire bon, est-ce qu'on est en panne ou pas en panne. Voilà. Donc ça c'est vraiment la batterie. Ça peut être une source d'inquiétude pour des personnes, mais essayez de faire vos calculs et voyez. Mais moi, une garantie 8 ans sur la batterie, je trouve ça confortable. 8 ans, les véhicules de 8 ans thermiques, je sais pas ce qui reste comme argent sur le véhicule. Voilà pour et donc on va passer à la question 5. La 5e et dernière question. Est-ce vraiment moins cher de faire le plein électrique que une thermique? C'est la 5e dernière question puisqu'elle est assez récente. Au début, on se posait pas cette question et avec les legs qui augmentent, on se pose évidemment la question de savoir si on n'est pas en train de payer plus cher en élec que en gasoil. Alors là, la question, c'est assez rapide pour y répondre. C'est faux. C'est-à-dire que c'est faux. D'accord. L'élec ne coûtera pas plus cher que du gasoil. Et heureusement, je vous dirais. Alors pourquoi heureusement? Parce que ça voudrait dire que le prix de l'élec est donc supérieur au gasoil. Ça veut dire que pour vous chauffer, il vaudrait mieux acheter des litres de gasoil que de l'élec. Vous imaginez un petit peu où on en serait. Donc pour moi, la question de dire est-ce que ça vaut plus le coup de recharger une batterie ou de mettre un plein de gasoil, mais il n'y a pas de question. En fait, il faut même pas se poser la question, puisque ça veut dire que j'ai fait le calcul, il faudrait un kilowattheure à la maison, pas au superchargeur, à la maison, à 51 centimes, alors qu'on est à 17. Mais ça voudrait dire qu'à 51 centimes, pour une maison, j'ai compté de 100 mètres carrés qui dépense en élec 2500 euros d'élec, d'accord, enfin de chauffage, de tout ce que vous voulez, hein, d'énergie, voilà. Je cherchais le mot pour 100 mètres carrés, 2500 euros d'énergie. À 51 centimes, ça ferait une facture de 6000 euros pour de l'énergie domicile pour la maison. Si on voulait avoir le plein identique de la voiture d'une thermique. Je pense qu'on n'en est pas là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où on en sera à ce seuil-là, à combien sera le gasoil? C'est ça qu'il faut comprendre. L'élec ne va pas le dépasser. C'est impossible. C'est impossible. Parce que on essaye d'enlever le gaz à la maison, on essaye d'enlever les vieilles chaudières au gasoil. Donc vous imaginez bien que l'on va pas avoir un kilowattheure supérieur au gasoil. Ou alors là à 0,51 on sera à l'équivalent d'une thermique. L'équivalent, pas plus. Hein. Donc pas d'inquiétude au moins sur les 5 ans. Voilà, au moins sur les 5 ans, voire 10 ans.
Je pense pas qu'il y ait une inquiétude, même si on a une grosse augmentation en janvier, ça n'atteindra jamais le thermique. Regardez, amusez-vous à regarder dans les stations-service le GPL. Et il est moins cher que le gasoil. Même le GPL est moins cher que le gasoil. Donc l'élec, c'est obligatoirement moins cher puisque vous chauffez avec et vous en servez à votre domicile. Ça peut pas être l'équivalent. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec toi, les 5 questions. Si tu es resté avec moi jusqu'à maintenant, je te délivre l'astuce pour partir en vacances. Qu'est-ce que je fais? Quand je pars en vacances, je sais par exemple si je dois partir dans le Var, Toulon, Marseille, Bormes, je dois partir là-bas, je mets mon GPS en route dans la semaine. Je m'explique. Dans la semaine, je mets mon véhicule à 100%, comme si j'allais... Par exemple, je dois partir un samedi, le mercredi, je suis à 100%, je monte dans mon véhicule comme si je devais partir. Le matin, vers 8h, je m'installe dans mon véhicule, mercredi matin, et je mets dans mon GPS Bormes-les-Mimosas, par exemple. Là, le GPS va m'indiquer toute la route pour aller à Bormes et les arrêts superchargeurs, d'accord, avec les temps. Premier arrêt, par exemple, au bout de 2 heures. Deuxième arrêt au bout de 1h30. Et enfin, on arrive, d'accord. Donc, moi, ça sert à rien de partir à 5 heures du matin, par exemple, pour arriver à 7 heures au superchargeur. Ça ne sert absolument à rien. Puisqu'à 7 heures du mat, à part prendre un café, je vais attendre 25 minutes. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que je dis, je veux déjeuner au superchargeur. Donc, si on m'indique mercredi, je regarde, il faut 2 heures pour arriver à la première charge et ça va me prendre 25 minutes pour charger. Ce que je fais, je pars vers 10 heures, d'accord, et je dis tiens, j'arrive vers midi et demi ou 11 heures. Si on veut avoir moins de monde sur la route et moins de monde superchargeur, je pars à 11 heures, mais je déjeune à 13 heures. Et je sais que en arrivant, je mets en charge et je vais déjeuner. Pique-nique, resto, peu importe. Mais je profite du temps de la charge pour faire mon arrêt le plus important. C'est-à-dire, alors on peut aussi imaginer, vous dites, ah ouais, je veux pas partir le samedi matin parce qu'il y a du monde. Très bien. Vous voulez partir l'après-midi. Parfait. Ben, vous choisissez avec les enfants tout ça au moment où vous voulez goûter. Donc vous partez après le déjeuner par exemple de votre domicile et vous regardez, vous partez à 14h par exemple, à 16h vous arrivez à supercharge, vous préparez votre petit goûter et à 16h quand tout le monde est content, on goûte et pendant ce temps la voiture charge et vous gagnez du temps. En fait il faut juste se planifier dans la semaine, voir un petit peu comment organiser votre route et là vous ne perdez absolument pas de temps. Ça c'est une petite astuce que je fais assez souvent, c'est-à-dire que quand je dois aller quelque part, je regarde mon heure de départ, je regarde ma supercharge, si je la place. Alors on peut la placer à 7h du matin, si vous voulez partir à 5h pour faire votre petit déjeuner, pourquoi pas. Vous voulez déjeuner, vous vous organisez, vous voulez goûter, vous organisez, ou si vous voulez dîner le soir, eh ben vous partez encore un peu plus tard pour avoir, ou alors le deuxième arrêt, c'est-à-dire le premier arrêt vous goûtez, deuxième arrêt vous dînez. Voilà, c'est une question d'organisation et vu que la voiture vous le planifie, vous savez à l'avance votre horaire de départ que vous calez d'après vos horaires d'arrivée sur la supercharge. Voilà, c'était une petite astuce que je pratique, je voulais partager avec vous et merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, moi je réponds à tous les commentaires. Et je n'oublie pas aussi de regarder les autres vidéos sur la Tesla. Comme je vous disais, je vais faire des vidéos sur l'informatique, je vais faire des vidéos sur Alexa. Je vais bientôt changer mon ordinateur et donc là, je vais passer sur un très gros ordinateur. Je vous spoil pas plus que ça. Voilà, je vais changer processeur, carte mère, RAM. Et disque SSD et je garderai ma tour et je vous montrerai tout ça en vidéo. Allez, merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, je suis content d'avoir pu partager ça avec vous. Merci, à ciao.